It is exactly 8 p.m. in Ekonambenge in the southwest region of Cameroon, same time in Douala, and it's News Hour on Spectrum Television. Top on our news stories for tonight, June 12, 2026. In Yaoundé, Finance Minister Louis-Paul Motaze presided over the signing of performance objective contracts with 2 Cameroonian banks and urged the government to back their financing plans. He called for coordinated support and accelerated reforms to resolve their financial challenges, strengthen government governance, and restore confidence in the banking sector. In this news, we also continue our series on flooding, taking a closer look at its far-reaching impact not only on families, homes, and daily activities, but also on the wider economy. This story is in full and more will be yours right now. Thanks for joining us once again, ladies and gentlemen. We'll jump into tonight's full stories in the French language with Oriane Donkeng. Bonsoir, Oriane. Bonsoir à vous, Christelle Assec. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue au journal. Le ministre des Finances, Louis-Paul Motaze, a présidé à Yaoundé la cérémonie de signature des contrats d'objectifs de performance avec 2 institutions bancaires du Cameroun. Il est question pour le gouvernement camerounais de les accompagner afin de régler leur situation financière, booster les réformes liées à leur recapitalisation. Olivier Bouzike. Du Cameroun et 2 établissements de crédit. Cette signature officielle marque l'entrée en vigueur des contrats d'objectifs de performance et relatifs et définit les engagements de chaque partie. À travers ce contrat de performance, la banque s'engage, n'est-ce pas, à être plus proche de ses clients choisis, les PME, les jeunes, être plus digital et être plus performant en termes de conformité, n'est-ce pas, respect du risque, financement de toute l'économie camerounaise. Donc on est en train de vouloir faire en sorte que les clients sont les rois dans notre activité bancaire et désormais les clients sont rassurés que le gouvernement est derrière la NFC Bank et je crois la Union Bank aussi. Les objectifs de ces contrats avec les 2 institutions financières portent sur le renforcement de la solidité financière, le développement des activités bancaires, l'amélioration de l'inclusion financière, le financement de l'économie, entre autres. Afin de garantir une mise en œuvre efficace des 10 engagements, j'ai signé les décisions portant création pour chacune des banques d'un comité paritaire de suivi et évaluation. Celui-ci veillera à l'appréciation semestrielle des performances réalisées et formulera, le cas échéant, les recommandations nécessaires à l'atteinte des objectifs fixés. Les réformes engagées sont orientées vers la mise en place des plans de restructuration reposant sur l'assainissement des bilans des 2 banques concernées et le renforcement de leur situation financière à travers le comblement des insuffisances d'actifs et la recapitalisation. Il s'agit en clair d'une bouffée d'oxygène pour les 2 institutions qui traversaient une crise financière forte depuis des mois. Face aux différences économiques, le Cameroun veut renforcer la compétitivité de la filière pêche. Ce vendredi au débarcadère et marché aux poissons de Youpoué. C'est ici à Douala, le ministre de l'Élevage, des Pêches et des Industries animales a procédé au lancement officiel du programme de professionnalisation de la capture et de la collecte de la pêche artisanale et semi-industrielle. Makeda Lidignotium pour les détails. Donnez-moi un point d'appui et je soulèverai le monde. C'est par cette citation de l'illustre scientifique de la Grèce antique Archimède que le docteur Taïga qualifie le programme de professionnalisation de la capture et de la collecte de la pêche artisanale et semi-industrielle. Programme initié par la fondation Elessa Lotinsen qui, selon le ministre de l'Élevage, des Pêches et des Industries animales, est un véritable point d'appui pour la structuration, voire la professionnalisation de ce secteur d'activité. Je pense que la pêche artisanale camerounaise vient d'avoir son point d'appui à travers le concept de professionnalisation que lance le promoteur. Il est en train de mettre en place un écosystème de collecte, de traitement et de commercialisation. Donc vous comprenez que c'est d'une importance capitale
Et nous voulons voir multiplier ce genre d'initiatives à travers le pays. Parce que c'est des entreprises qu'on met en place. Des entreprises de pêche artisanale. Et ceci devrait déboucher par sûrement un développement de chaque entreprise pour que demain, la pêche artisanale devienne également, pour ces promoteurs-là, des promoteurs de pêche industrielle, de pêche semi-industrielle. Ce programme entend ainsi renforcer la compétitivité de ces secteurs face aux différents défis économiques. Le processus de développement de la pêche artisanale au Cameroun met par exemple en exergue la crevette, l'un des rares produits exportables à cause de la sous-production. Sur 10 000 tonnes de crevettes référencées dans notre pays par exemple, 6 000 tonnes proviennent de la pêche artisanale. D'où l'importance de rassembler différents acteurs pour une meilleure organisation de la filière pêche. C'est une professionnalisation des éléments qui existent de manière séparante. L'État forme les pêcheurs, les enfants de l'eau, les enfants qui doivent faire cette industrie, mais non pas d'emploi. L'État a des laboratoires à la navette, l'État a l'OMIDPECAM qui a des outils de pêche de qualité, l'État a tout. Maintenant, il faut mettre ça en coordination parce que c'est le secteur le plus important. On vous a dit 286 000 tonnes annuelles référencées en capture au Cameroun pour les produits frais de mer. 186 000 sont faits par ces pêcheurs. Le groupe Lot Consulting que je conduis par son entreprise Lot Consulting Product of Sea organise, professionnalise chaque pan de métier pour dynamiser la capture en amont et revenir en aval sur le réseau de distribution. Aussi simple que ça. Et ça valorise le brassage culturel. Vous voyez que c'est les pêcheurs Mousgoum qui nous viennent du Nord, qui vont travailler avec les pêcheurs Bakoko, Malimba, Ewale, Ewodi et autres. Donc c'est un écosystème qu'on met en place qui va structurer la pêche et professionnaliser la pêche artisanale et semi-industrielle. Acteurs majeurs de ces programmes, les pêcheurs sont déjà à pied d'œuvre. Notre rôle de la communauté Mousgoum dans cette plateforme, c'est identifier les zones de crevettes. Nous avons déjà recruté 20 pêcheurs qui vont lancer cette opération depuis jusqu'à longtemps si vraiment nous avons les matériels de qualité tels comme un moteur, le filet de MEDPCAM vraiment sont d'abord les bons filets que nous-mêmes nous les recherchons pour la capture de crevettes. Le programme de professionnalisation de la capture et de la collecte de la pêche artisanale et semi-industrielle démarre ce mois de juin 2026 avec 20 pêcheurs. Ceci va générer des emplois, améliorer les revenus pour les pêcheurs et surtout garantir la qualité des produits, a déclaré le docteur Taïga. Le Minepia a présidé ce 12 juin ici au débarcadère de Yupwe à Douala la cérémonie de lancement officiel du dit programme. Meanwhile, cassava, one of the most widely consumed staple foods, is becoming increasingly expensive in the Bonaberi Rai market. Traders and consumers attribute the surge to deteriorating road conditions from farms to the market, which have significantly driven up transportation costs and in turn retail prices. Details in this report. In Bonaberi's bustling Royal Market, traders are feeling the heat as the price of cassava, a popular root vegetable, skyrockets. Just a few weeks ago, a bag cost 8,000 francs CFA. Today, that same bag is being sold for 11,500 francs CFA. The sharp increase is leaving many local sellers and buyers struggling to cope with the rising costs. Suppliers from Jombeno Kongsamba division cite a significant rise in transportation fees as the main reason for this price hike. Road conditions and administrative delays have worsened, making it more expensive and difficult to transport goods. The impact of this price increase is being felt most acutely by everyday buyers. Many used to purchase a heap of cassava for just 200 to 300 francs CFA, but now they find themselves paying 500 francs for the same amount. Cassava has become very expensive lately. The heap I bought today for 500 francs is what I used to get for just 200 francs
I really enjoy cassava because it gives me a lot of energy when I eat it. If I buy away and it done, it worry me. Where I buy am way done. The palo give me confiance that it done. Now I that I buy away. Would they buy back for Penja now? Bag purchased in Penja at 11,000 francs incurs additional expenses before reaching Douala. 200 francs for transport, 500 francs for loading, 200 francs for offloading at the market, and another 100 francs to move it to the stall. Altogether, this brings the total cost of a single bag to approximately 12,000 francs. Vendors retail cassava in heaps, typically selling at 500 francs or 1,000 francs. Un nuage noir, un vent fort et la... Rentrons à présent dans notre dossier lié aux inondations. Des hécatombes avec pour dénominateur commun de fortes pluies, le Cameroun en a connu. Alors que les zones à risque se multiplient dans le pays à mesure que la population urbaine s'accroît, voici une liste de quelques tragédies dues aux pluies meurtrières qui ont secoué le Cameroun. Léla Renganzi. Un nuage noir, un vent fort et la peur envahit les esprits. Et pour cause, le Cameroun a déjà enregistré plusieurs épisodes tragiques de pluie meurtrière. Rappel historique, nous sommes à Yaoundé, au quartier Bankolo, dans la nuit du 8 au 9 octobre 2023. Une pluie diluvienne s'abat sur ce quartier, provoquant un glissement de terrain meurtrier et la rupture d'une retenue d'eau artificielle. Le bilan humain fait état d'au moins 57 familles impactées par la tragédie, pour une trentaine de décès. Quelques jours plus tard, les autorités décident de démolir les habitations classées à risque dans la zone. En l'espace d'un an, Bankolo est le deuxième drame survenu dans la ville de Yaoundé. Le précédent du même type, intervenu en novembre 2022 au quartier Damas, avait fait périr une quinzaine de personnes. C'est certainement l'une des tragédies les plus marquantes dues aux pluies au Cameroun. 29 novembre 2019, une date triste et sombre. Il est 22 h ce jour, quand des habitants de plusieurs maisons du quartier Ngwache à Bafoussam dans la région de l'Ouest sont surpris par un glissement de terrain qui emporte leur habitation et ensevelit la quasi-totalité des occupants. Les opérations de recherche permettent de faire sortir 43 corps, dont 900 non identifiés. Au lendemain du drame, s'effectue le déguerpissement d'environ 100 familles. Et s'il y a bien une région au Cameroun qui se noie sous les eaux à chaque saison de pluie, c'est l'extrême nord, confronté ces dernières années à des chocs climatiques de plus en plus fréquents, ceci couplé à une pluviométrie excessive et une élévation des niveaux d'eau dans les principaux cours d'eau que sont les fleuves Logone et Chari. Septembre 2024, des inondations causées par des pluies diluviennes submergent des localités comme Yagua et Maga. Le bilan fait état d'au moins 17 morts et plus de 200 000 sinistrés. Extrême nord, couplé au nord cette fois, août septembre 2012, des inondations massives aggravées par l'ouverture des vannes du barrage de Lac d'eau font environ 14 morts et des dizaines de milliers de déplacés. Que ce soit Limbé en juillet 2018 ou tous les cas à Douala, la capitale économique, la liste est non exhaustive, avec pour dénominateur commun à chaque fois les fortes pluies. À ces pluies, il faut ajouter le déficit d'assainissement, l'occupation anarchique des zones à risque et l'absence d'un plan d'urbanisation clair au Cameroun. And while in Douala, commercial bike riders in the economic capital city are struggling to make ends meet as the rains and deteriorating road conditions disrupt their daily activities. Let's hear more from this report. Motorbike riders in Douala face significant challenges during the rainy season, as the poor condition of the roads often prevents them from meeting their daily targets and objectives. C'est vraiment compliqué, hein? C'est compliqué dans la mesure où il y a les pannes, il y a l'abondance de pluie qui nous empêche de mieux travailler, de quitter d'un point à l'autre. Et en fait, bon, malgré cela, on essaie de nous démerder
It's really complicated here, especially with the breakdowns and the rains that prevent me from working better or moving from one place to another. Despite this, we try to fight to at least get home with something, but it's difficult because of the bad conditions of the roads. We are often forced to increase transport costs by 50 francs or 100 francs CFA. Donc la distance qui était à 150 francs va monter à 200. Donc c'est un peu ça. However, despite these difficulties, some riders note that the rainy season brings more customers, especially those equipped with umbrellas on their bikes, allowing them to earn more. Il y a les clients partout, on trouve l'argent. Comme la pluie pleut comme ça, il pleut comme ça, il y aura toujours d'argent. Despite the rain, I always find my benefit because I even work more during the rainy season since I have an umbrella. Les gens qui n'ont pas le parapluie, ils restent à la maison. Les gens qui ont le parapluie, ils sortent. C'est pour cela qu'on trouve beaucoup d'argent. Interestingly, many road users now prefer motorbikes over taxis during the rains because bikes with umbrellas can navigate heavy traffic more swiftly, saving time and avoiding congestion caused by the bad roads and downpours. Avec l'état de route, les Besquinois ont pris le dessus de tout. Hein? Que soit là, on paye. With the bad conditions of the roads, the motorbike riders have taken over everything. With the traffic jams and the rain, we pick a motorbike because they go everywhere. Semaine retrouve sa vivacité dans la vie. While the rain complicates their work, it also creates unique opportunities for those who adapt, highlighting the resilience and ingenuity of those riders amid Douala's challenging urban infrastructure. Continuons de parler des inondations en mettant l'accent sur les conséquences économiques. Impact sur l'agriculture, impact sur le transport des marchandises, impact sur les prix. Écoutons l'économiste Jean-Marie Biada dans ce reportage de Léla Renganz. Sol agricole complètement noyé, destruction des récoltes, bétail tué ou emporté par les eaux. Avec les inondations, survient parfois l'effondrement des chaînes alimentaires. L'impact sur l'économie est bien réel. La production agricole est grandement affectée. La région de l'extrême nord en fait très souvent les frais. Les conséquences des inondations dans une localité comme l'extrême nord, et on pourrait l'étendre également dans d'autres localités, parce que c'est pas seulement l'extrême nord qui est soumis aux conséquences des inondations, compris les grandes villes comme Douala ou Yaoundé, à chacun des retours des grandes pluies, c'est toujours les inondations dans ces deux villes-là. On pourrait étendre également l'exemple partout ailleurs. Donc, je vois trois grandes conséquences. D'abord, la dégradation de la qualité des spéculations agricoles arrivées à maturité. Si je prends le cas des plantes tubéreuses, le manioc, le macabo, le taro, l'igname, la patate, j'ajoute également les épices, les oignons, l'ail, le persil, le céleri, entre autres. Une fois que les eaux qui arrivent tardent à repartir, la qualité de ces spéculations est dégradée. Deuxième conséquence, l'augmentation des pertes post-récolte. Du fait des inondations, je ne serai plus capable de retirer des plantations, des champs, les 100% de ce que j'avais cultivé là-bas. Troisième conséquence, perte totale des récoltes quand les eaux de pluie débordantes tardent à se retirer complètement après 4 jours, 5 jours, 10 jours, une semaine ou au-delà. La production agricole affectée, l'offre qui ne parvient plus à satisfaire la demande, et c'est le panier de la ménagère qui en paye le lourd tribut, avec la flambée des prix dans les marchés. Autre conséquence maintenant, cette fois-là sur les agents économiques, on va assister à la flambée des prix sur le quantum résiduel des agroproduits sortis des plantations. Deuxièmement, une menace réelle de la famine du fait du sinistre qui a privé des producteurs de l'essentiel de leur labeur. Troisièmement, une baisse significative du pouvoir d'achat des sinistrés. Et enfin, un effondrement de l'autorité des parents affligés qui se trouvent dans l'incapacité de tenir leur rang de chef de famille face aux demandes sociales et familiales qui s'amoncellent devant eux. Entre les producteurs agricoles qui subissent une baisse ou perte de leurs revenus, les conséquences des inondations vont parfois jusqu'à l'augmentation des budgets de l'État. Et au sujet de l'impact des inondations sur le budget de l'État, écoutons cette analyse du docteur Jean-Marie Biada. Mais si nous poussons l'analyse plus loin,
les inondations sont aussi à l'origine de certaines conséquences extrêmement fâcheuses qui augmentent les budgets de l'État. Je prends le budget, par exemple, de la sécurité civile. Vous faites un exemple comme celui-ci, glissement. Grande pluie, donc inondation, et les eaux tardent à se retirer. Glissement de terre, quand il y a glissement de terre, madame, faites l'hypothèse que vous aviez votre maison encastrée sur un flanc de montagne, c'est votre terrain qui disparaît tout d'un coup, peut-être les nombrils, les enfants que vous avez enterrés en hauteur là, ça disparaît également. C'est votre zone qui désormais va être qualifiée par les pouvoirs publics de zone non édificante. C'est-à-dire l'État ne peut plus autoriser que vous alliez vous installer là-bas. Prenez le cas de ce qui s'est passé sur le mont Bankolo à Yaoundé. Les gens ont été déguerpis et ils ne sont plus jamais remontés là-bas, alors que certains y étaient depuis des années, depuis 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans, 50 ans pour certains même. Mais il a fallu simplement ce lessivage de flanc de montagne pour que l'État décide de déguerpir tout le monde. D'autre part aussi, si vous avez un titre foncier, nous sommes aujourd'hui dans un pays où on assiste à tout. Vous avez un titre foncier sur ces terres qui ont disparu là. Vous avez tout perdu, vous n'avez plus rien. Si vous aviez enterré quelque chose là-bas, allez, terminé, vous n'avez plus rien. C'est toute une vie qui se déstructure comme ça et, bien entendu, augmente donc le budget de l'aménagement du territoire. Les travaux publics maintenant, il y avait peut-être une route là-bas, on est obligé de dévier la route, ça peut coûter plus cher. Peut-être qu'à l'époque on passait normalement, mais il faut désormais faire un viaduc ou un arc-duc, donc ça va pulvériser le budget de l'aménagement du territoire. C'est là également une autre conséquence non négligeable des inondations. Et avec notre invité de la semaine, ce soir, nous passons en revue les actions mises en place pour rapprocher les populations des prévisions météorologiques. Nous écoutons actuellement Serge Mpele-Onana, chef service régional de la météorologie à la délégation régionale des transports du littoral. Nous avons un dispositif territorial qui fait en sorte que, à chaque niveau territorial de compétences, nous avons une représentation pour faire face aux besoins locaux des acteurs ou des utilisateurs. Je vais prendre un exemple très simple. Nous sommes dans une région, la région du littoral. Vous avez un service régional de la météorologie qui représente la direction de la météorologie nationale, qui elle a une compétence centrale ou nationale. Au niveau départemental, nous avons ce qu'on appelle des stations météorologiques qui sont pilotées par des chefs de station. Et ces chefs de station-là, n'est-ce pas, représentent le service régional dans les départements. Maintenant, dans les arrondissements, vous avez des postes climatologiques et pluviométriques qui représentent également le chef de station auprès des arrondissements. Donc, au niveau des campagnes, par exemple à Yabassi, si je prends Yabassi qui est un bassin agricole important, dans notre région, le littoral, nous avons une station météorologique à Yabassi. Nous avons des postes pluviométriques, des postes climatologiques qui ont la responsabilité de relayer l'information au niveau de l'agriculteur lambda, qui n'a pas de téléphone, n'est-ce pas, qui n'est pas ouvert au monde digital, de manière à ce qu'il ait la même information que celui qui est en ville. Donc ça, c'est la première action. La deuxième action, nous sommes allés plus loin, parce que, au-delà du fait qu'il n'y ait pas une disponibilité en termes de couverture digitale dans les zones de campagne, il y a aussi qu'il y a des gens qui n'ont même pas étudié les langues officielles, c'est-à-dire qui ne savent pas entendre ou parler le français. À ce niveau-là, nous avons également rendu disponibles ces prévisions en langue maternelle ou locale. C'est-à-dire qu'on donne l'information en langue officielle, oui, mais on la donne aussi en langue, n'est-ce pas, locale, pour que la maman qui n'est pas allée à l'école, qu'elle suive à la langue qu'elle maîtrise le mieux la prévision météorologique, pour qu'elle puisse également, n'est-ce pas, savoir quand effectuer les semis, comment la température du sol se présente-t-elle? Est-ce que le sol sera très dur parce que la température sera élevée? Est-ce que les pluies vont arriver à temps ou vont connaître un retard? Elle a l'information en langue maternelle. Voilà l'autre grande action. La troisième action pour sortir, c'est que nous avons mis en place, conformément aux directives du ministre des Transports, ce qu'on appelle des forums saisonniers de prévision. On en est au 4e forum. Nous avons organisé à Créby tout récemment
le 4e Forum national sur les prévisions climatiques saisonnières, qui constituent des plateformes d'échange entre les producteurs des informations météorologiques et climatologiques et les utilisateurs de ces informations-là. Alors, l'OMM, qui est l'Organisation météorologique mondiale, qui a initié cette mesure, c'est-à-dire la mise en place des plateformes d'interface entre les producteurs et les utilisateurs, ce qu'on appelle le cadre national des services climatologiques. L'OMM a donc, dans le cadre de cette mesure, exigé, n'est-ce pas, que les services météorologiques et hydrologiques nationaux, comme la direction de la météorologie nationale, puissent associer les utilisateurs des prévisions météorologiques à l'élaboration de ces prévisions-là. C'est-à-dire quoi? Dans ces forums saisonniers, nous avons des agriculteurs qui nous disent « Votre bulletin climatique des 3 derniers mois que vous nous avez donné a fonctionné à tel niveau, mais n'a pas fonctionné à tel autre niveau. Nous qui sommes des acteurs de ce secteur, voilà comment nous aimerions obtenir ces prévisions-là. Voilà les informations climatiques qui sont les plus utiles pour nous. » Vous comprenez? Donc, on entre donc dans une logique où l'utilisateur n'est plus un simple consommateur. Lui-même, il a son mot à dire parce que c'est lui qui évalue nos prévisions et c'est lui qui connaît comment est-ce que ces prévisions marchent ou ne marchent pas dans son secteur d'activité. Conséquence donc, on est davantage dans ce qu'on appelle la coproduction des prévisions météorologiques et climatologiques. C'est-à-dire que l'agriculteur désormais participe par son retour d'informations et par aussi, n'est-ce pas, les réalités qu'il rencontre dans son secteur d'activité. Parce que quand nous parlons de l'agriculture, au-delà de l'agriculture vivrière, il y a l'agriculture du point de vue de l'élevage, c'est-à-dire ceux qui font dans l'élevage, la pisciculture, qui font dans l'agro-pastoral et autres. Ils vont nous dire, voilà comment vos prévisions nous parviennent, nous sommes satisfaits à tel niveau, nous ne sommes pas satisfaits à tel autre niveau, nous aimerons, n'est-ce pas, désormais les avoir peut-être sur une fréquence plus rapprochée. Peut-être au lieu de nous donner des bulletins trimestriels, nous voulons par exemple des bulletins décadaires, c'est-à-dire tous les 10 jours, parce que ça nous ramène, c'est plus proche de nos réalités. Parlons culture à présent de Douala à Yaoundé. L'art se conjugue au présent ce week-end. Entre hommages vibrants aux figures de la culture et sessions de jazz mythiques, découvrons les rendez-vous culturels incontournables des 13 et 14 juin 2026 au Cameroun. C'est une signature de Henri Ngoué. Ouvrons l'agenda culturel de ce week-end du côté de Douala avec une invitation au talk qu'organise la princesse Marilyn Douala Mangabel et le président du groupement des acteurs des industries culturelles et créatives au Cameroun sous le thème « L'institution culturelle comme un don de soi, un legs vivant, pérenne, structurant et viatique pour une société plus humanisée ». Ce talk qui va se tenir à l'espace Douala ce samedi 13 juin 2026 à 16h rentre dans le cadre des hommages à Madame Koyoko, commissaire de la 61e Biennale de Venise, qui a dédié toute sa vie à l'art et constitue de ce fait un véritable héritage pour l'Afrique. Toujours ce samedi 13, mais du côté de la ville aux 7 collines, dès qu'il sera 18h, le hip-hop solidaire rendra un vibrant hommage au rappeur Ismo, décédé il y a 2 ans de cela. De nombreux artistes, toutes générations confondues, vont se succéder sur la scène de la Case des Arts au quartier Essos pour une soirée 100% rap. Elle servira également de collecte de fonds à mémoire de celui qui est reconnu de tous comme le docteur du micro, le rapologue. Pour les amoureux du jazz et les jazzmen, Yaoundé est la destination idéale ce dimanche 14 juin 2026. L'association Jazz Note Initiative Cameroun vous convie à une nouvelle édition du concept baptisé Sunday's Jazz Special. Au programme Jam Session, séance d'écoute et documentaire sur l'histoire et la vie du légendaire saxophoniste américain John Coltrane. Sport football en bref, vous le savez, la Coupe du Monde est en cours. Le Canada, l'un des pays organisateurs, joue en ce moment même contre la Bosnie-Herzégovine, laquelle mène 1-0, but marqué à la 21e minute.
Voilà qui met un terme à cette édition d'information, mesdames et messieurs. Merci d'avoir été des nôtres et bon début de week-end en compagnie de programmes de Spectrum Télévision. Bonne soirée à vous, Christelle Assé. Good night to you, Orion Donkeng. But before we close this news bulletin, this press release from the Ministry of Defense, and it reads, the Ministry of Defense says a Cameroonian army officer has been arrested after allegedly sexually assaulting a 15-year-old girl at a military site in Nachtigal Center region on Wednesday, June 10, 2026. The victim is receiving medical care while the suspect faces disciplinary and judicial action. Alternative newsrooms, Cameroon, and with that, we'd call it a day on tonight's set on the 8 p.m. bilingual primetime news on Spectrum Television. Thanks for watching, ladies and gentlemen. See you again tomorrow for more news and fresh updates. Bye.